Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Des femmes d'exception. L'exemple de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Sandrine Lely. Placée sous la protection du roi, détentrice des monopoles de l'enseignement et des expositions publiques, les salons, l'Académie royale de peinture et de sculpture 1648 à 1793 a cherché tout au long de son existence à s'imposer comme la seule institution ouvrant à une carrière et des commandes prestigieuses. À la différence des autres académies, elle a compté quelques femmes dans ses rangs. Celles-ci ont cependant toujours été maintenues en position subalterne, par le jeu conjoint de la hiérarchie des genres picturaux, théorisée dès les années 1660, et de la hiérarchie des genres sexuels. L'étude des textes émanant de l'Académie et des discours esthétiques et critiques sur l'art permet de saisir comment l'élaboration de la légitimité intellectuelle de l'activité picturale est allée de pair avec une entreprise, plus ou moins voilée selon les moments, de négation de la légitimité artistique et institutionnelle des femmes à accéder au rang d'académiciennes. La création d'une académie de peinture en 1648 correspond à la volonté de quelques peintres et sculpteurs d'obtenir une meilleure reconnaissance sociale, en se distinguant de l'artisanat, des activités manuelles et du monde de la boutique. Loin de souhaiter l'abolition de la distinction entre arts mécaniques et arts libéraux, les nouveaux académiciens cherchent, en s'alignant sur le modèle littéraire, à déplacer la limite à leur profit, au détriment des maîtres de la communauté des peintres et sculpteurs. Schnapper 2004 sur 122-123. Leur revendication de la libéralité de la peinture s'appuie tout d'abord sur l'exemple de l'Italie, où la littérature artistique et les académies d'art, à Florence et à Rome, existent depuis la seconde moitié du XVIe siècle, Pevsner 1999. Cependant l'Antiquité classique est convoquée plus souvent encore. Une antiquité remodelée et transmise par les auteurs italiens de la Renaissance, qui ont construit à partir des sources la fiction du prestige de l'artiste antique. Le livre 35 de l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien constitue ainsi un réservoir d'anecdotes sur les peintres, sans cesse mis en avant, qu'il s'agisse de déterminer les rapports entre le prince et l'artiste, Alexandre et Apelle, entre artistes eux-mêmes, Apelle et Protogène, Zeuxis et Parasius, ou bien une doctrine artistique comme le beau idéal, Zeuxis peignant son Hélérie. La présence dans le texte de Pline de 6 femmes, Pincer et Mullière, 147 à 148, va donner aux femmes peintres une certaine légitimité à figurer dans les vies d'artistes, mais aussi dans les académies. L'existence de femmes peintres est considérée au XVIIe siècle comme la preuve qu'un pays a atteint le niveau d'excellence et égale désormais la Grèce antique. Ce modèle antique, s'il n'exclut pas les femmes, les place néanmoins dans une catégorie particulière, hors de la concurrence masculine, sans que l'on puisse leur assigner une place dans la hiérarchie des artistes. Enfin, et c'est le point le plus important, la noblesse de la peinture va être justifiée par une analogie avec la poésie, ce qui va amener les théoriciens à valoriser une peinture narrative, dite peinture d'histoire, qui puise ses sujets dans des sources écrites. La prééminence donnée à la représentation de la figure humaine en action a pour corollaire la dévalorisation des autres genres, comme la nature morte, le paysage et dans une moindre mesure, le portrait, Méraud, 1996 sur 50-51. Cette doctrine revêt une importance capitale puisqu'elle conditionne la hiérarchie des académiciens. Il existe en effet 3 classes d'académiciens: les officiers qui comprennent le directeur, le recteur, le chancelier, les professeurs et les anciens professeurs, les conseillers, enfin les simples académiciens. Seules les 2 premières catégories disposent du droit de vote. Les postes de professeurs sont réservés aux peintres d'histoire et aux statuaires. Or les femmes ne sont pas censées peindre l'histoire, d'une part en raison du préjugé de leur moindre capacité, d'autre part parce que, pour des raisons de convenance et de décence, elles n'ont théoriquement pas accès à l'étude du corps humain. Elles ne sont ainsi pas admises à l'école académique. Elles pourraient cependant espérer entrer dans la classe des conseillers qui accueillent des peintres des autres genres, particulièrement les portraitistes. Mais le droit et la coutume interdisent aux femmes de prêter serment, une des conditions requises pour appartenir pleinement à l'académie. Les premières académiciennes ont trouvé un système installé, et ont dû s'y soumettre. Dès l'origine, la situation des femmes peintres par rapport à l'académie semble donc fragile. Elles ne sont pas écartées d'emblée,
mais les bases de leur légitimité restent minces, ancrées dans une double tradition issue de la pratique et de sources antiques reprises et remaniées par les traités italiens. Les critères que l'Académie cherche à imposer sont loin de leur être favorables. Le 8 février 1663, un arrêt du Conseil réserve dorénavant le titre de peintre et sculpteur du roi aux membres de l'Académie. Vitae, 1861/254-256. Les brevets royaux sont révoqués et leurs anciens titulaires, s'ils veulent poursuivre leur activité, doivent se faire recevoir soit dans la maîtrise, soit à l'Académie. Cette dernière se trouve du coup face à un afflux exceptionnel, 57 admissions pour la seule année 1663. C'est dans ce contexte que la première femme, Catherine Duchemin, épouse de François Girardon, fait son entrée à l'Académie le 14 avril 1663, en même temps que 9 autres artistes. C'est aujourd'hui, l'Académie estant assemblée extraordinairement, sur ce qui a été représenté qu'il est du devoir et de l'honneur de l'Académie, en suivant l'intention du roi qui est d'espandre sa grâce sur tous ceux qui excellent dans les arts de peinture et de sculpture, d'en faire part à ceux qui seront jugés dignes sans avoir égard à la différence du sexe, Monsieur Lebrun ayant présenté un tableau de fleurs fait par Mademoiselle Girardon, toute la compagnie touchée de L'. Estime du dit ouvrage et connoissant le mérite de cette damoiselle, a résolu de lui donner la qualité d'académicienne, dont lui sera expédiée la lestre au premier jour. Ce même jour, les sieurs Moyon, peintres du Roy et Sèvres se sont présentés, et l'Académie connoissant leur mérite, les a reçus en Icelle, et ont presté le serment ordinaire, Montéglon I 223. La solennité du ton, qui contraste avec les réceptions bâclées qui lui succèdent, le rappel de l'arrêt du Conseil et du principe essentiel de l'Académie qui est de juger le talent seul sans s'occuper d'autres considérations, pas même le sexe, laisse penser que cette élection n'allait pas de soi et s'était heurtée à des réticences au sein même de l'Académie. C'est d'ailleurs le chancelier de l'Académie, Charles Lebrun, qui présente le tableau. Les raisons possibles de cette élection d'une femme à l'Académie royale ont suscité les hypothèses les plus diverses. La première de laquelle il ne faut pas douter bien que nous ne puissions en juger aujourd'hui, c'est que Catherine Duchemin avait du talent, Janot, 1963/168. Nous ne savons malheureusement que bien peu de choses sur cet artiste. Sa carrière n'a laissé aucune trace, mais le procès-verbal emploie cependant à son sujet les mêmes termes que pour les peintres connus, que l'Académie ne soumet pas à l'examen de leurs œuvres, connoissant le mérite. Son mariage avec Girardon, académicien et l'un des principaux sculpteurs des chantiers royaux, n'a pu que faciliter son entrée à l'Académie, comme tous les liens de parenté. Jean-Baptiste de Champaigne, reçu le même jour qu'elle, a bénéficié d'un préjugé favorable en tant que neveu et élève d'un académicien. On peut voir aussi dans l'élection d'une femme, l'influence des modernes, Lebrun et Perrault en tête, désireux de montrer que la peinture de leur temps égale, voire dépasse celle de l'Antiquité. Dans l'esprit de l'arrêt du 8 février, il fallait montrer avec éclat que tous les talents sans exception devaient se mettre au service du roi, même ceux des gens dits mineurs, très présents dans les décors d'appartements. Avec l'élection de Catherine Duchemin débute une période favorable aux candidatures féminines, qui durera jusqu'au début des années 1680. Le 7 décembre 1669, deux sœurs, Geneviève et Madeleine de Boulogne, sont élues le même jour. Leur père, officier de l'Académie, demande la réception de ses filles après avoir montré leur tableau de fleurs, pour d'autant plus les encourager à poursuivre leurs études et se fortifier en l'exercice de la peinture, Montéglon, I 344. Depuis 1663, la perspective a changé. L'Académie ne s'abrite plus derrière la volonté du roi, c'est elle qui légitime le talent et prétend créer les conditions favorables au perfectionnement des artistes. Poursuivant son projet de devenir l'unique instance de reconnaissance du talent, elle cherche donc à étendre son influence par un recrutement ouvert à des personnalités atypiques ou à des femmes, sans aller toutefois jusqu'à ouvrir à ces dernières les portes de l'école académique. Moins de 3 ans plus tard, les œuvres d'une autre jeune femme, Élisabeth Sophie Chéron, 1648 à 1711, sont présentées à l'Académie par Lebrun. Il ne s'agit plus cette fois de peintures de fleurs ou d'objets, mais de portraits, genre plus élevé dans la hiérarchie surtout s'il est historié. Si l'on fait abstraction du sexe, Chéron correspond tout à fait au type du peintre érudit et lettré, valorisé et recherché par l'Académie. Elle connaît le latin et publiera en 1693 une traduction en vers de psaumes et de cantiques,
Ses poésies originales semblent avoir été très estimées, en particulier les cerises renversées. Fait inédit dans l'histoire de l'Académie, le poète et le peintre sont réunis en une même personne. Le procès-verbal de réception se fait l'écho de la forte impression produite par ses œuvres. Les deux tableaux ont tellement satisfait la compagnie, estimant cet ouvrage fort rare, excédant même la force ordinaire du sexe, Montaiglon, I. 388, que Chéron est reçu immédiatement. C'est la première fois que dans les écrits de l'Académie royale apparaît l'idée de la moindre capacité des femmes, au point que peindre un bon portrait paraît hors de leur portée. La suite de sa carrière va conforter ses biographes dans l'idée que Chéron dépasse les autres femmes. Elle montre une ambition encore inédite chez une femme peintre française. Comme beaucoup de portraitistes de son temps, elle cherche à s'élever dans la hiérarchie des genres par le biais du portrait historié, en buste ou en pied dans un paysage. Elle ose franchir le pas de la peinture d'histoire en réalisant plusieurs scènes religieuses, Annonciation, Fuite en Égypte dans un paysage, et mythologique, Cassandre. Tout en avouant leur étonnement, les premiers biographes de Chéron, Fermé-Lui et Pile qui l'ont connu, prononcent à son sujet le mot de génie. Or, selon la théorie des humeurs, prépondérante à cette époque, le génie semble incompatible avec le tempérament féminin, caractérisé depuis Aristote par le froid et l'humide, Laqueur, 1992 sur 124 et 146. En 1719, l'abbé Dubos explique le génie par la conjonction entre une heureuse configuration des organes et une qualité particulière du sang, sa capacité à s'échauffer et à fermenter. Le génie est ce feu qui élève les peintres au-dessus d'eux-mêmes, qui leur fait mettre de l'âme dans leur figure et du mouvement dans leur composition. Dubos, 1993 sur 176. Une femme qui possède assez de chaleur pour avoir du génie développe, pour la même raison, des qualités viriles. Ainsi, Desailliers d'Argenville reconnaît en Chéron une erreur de la nature. Je pourrais dire l'ayant vu souvent que la nature s'étoit méprise dans Mademoiselle Chéron, ainsi que dans Madame d'Acier. On voyait, pour ainsi dire, dans ces deux illustres femmes les traits de deux grands hommes, Desailliers 1745, TI 371. Reconnaître du génie à une femme reviendrait à jeter à bas tout le système physique, moral et social. Comment alors refuser aux femmes peintres les plus hautes charges de l'Académie, priver les élèves de leur enseignement? Le cas de Chéron démontre l'impossibilité pour une femme peintre d'être reconnue à un niveau d'excellence. Même le génie ne peut légitimer une femme artiste, puisqu'elle se trouve aussitôt dépouillée de sa qualité de femme. À partir de 1680, les procès-verbaux témoignent d'un changement envers les candidatures féminines. Alors que jusqu'ici les formules de réception des hommes et des femmes ne différaient pas, la mention sans tirer à conséquence apparaît lorsqu'il s'agit de femmes, comme pour indiquer qu'elles sont reçues de façon exceptionnelle. Au XVIIIe siècle, la même mention est employée lors de la réception sur ordre du roi, d'étrangers protestants comme Lundberg en 1741 ou Rosselin en 1753. Les femmes sont donc reçues à titre dérogatoire comme les protestants. Le 25 septembre 1706, une nouvelle étape est franchie. L'Académie décide de refuser dorénavant les candidatures féminines, au motif que plusieurs demoiselles ont l'intention de se présenter, Montaiglon 4 33 à 34. À un moment où les commandes royales et la survie même de l'Académie sont compromises par les restrictions budgétaires liées aux guerres, Schnapper 2004 sur 153, les concurrents jugés les moins légitimes sont éliminés. Dans une période de crispation religieuse et idéologique, l'accent commence à être mis sur les différences entre les hommes et les femmes. On reconnaît aux femmes des qualités propres, en particulier de sensibilité, de douceur, de naturel, alors que les hommes ont pour eux la profondeur du raisonnement et la force d'expression. Timmermans 1993 sur 147 et 236. Admettre plus de femmes à l'Académie royale pourrait donc dévaluer le caractère intellectuel de la pratique artistique. C'est aussi à cette époque que l'histoire d'Apelle tombant amoureux de la maîtresse d'Alexandre qu'il était chargé de peindre, devient le symbole de la peinture. Dans le récit de Pline, 86 à 87, Alexandre, se rendant compte des sentiments du peintre, lui fait cadeau de sa concubine. Cette histoire se révèle désastreuse pour les femmes peintres, d'une part parce qu'elle pose la légitimité du regard masculin sur le corps de la femme qui est un regard sans réciprocité, mais surtout, parce que la reconnaissance du talent et du rang éminent du peintre passe par la remise d'un cadeau qui n'est autre qu'une femme, objet purement passif.
Cette relation de l'artiste avec son mécène est absolument impossible à transposer au féminin. Chaque sexe se voit donc attribuer un rôle, celui du peintre ne peut être tenu que par un homme. À partir de 1706, l'Académie royale se définit de façon officielle comme une institution masculine, même si jusque-là la présence des femmes était plus nominale que réelle, puisqu'elles n'assistaient pas aux séances. Les femmes seront toutefois à nouveau admises dès 1720, en très petit nombre. La question de la place des femmes dans l'Académie royale de peinture et plus généralement dans la vie artistique, se pose à nouveau à partir des années 1770. De plus en plus de jeunes femmes se lancent dans la carrière de peintre et acquièrent, grâce au développement des expositions et à la presse qui en rend compte, une visibilité nouvelle. Beaucoup d'entre elles refusent les limites imposées à leur formation au nom de la décence et n'hésitent plus à étudier le modèle nu dans des académies privées. Montéglon, 8, 186. À l'Académie royale, Anne Valayer-Coster, mais surtout Adélaïde Labille-Guiard et Élisabeth-Louise Vigée-Lebrun, ne se contentent pas de la place qui leur a été assignée. Dès son premier salon, Valayer-Coster, reçue comme peintre de nature morte, présente des portraits. Quant à Labille-Guiard et Vigée-Lebrun, elle ne vise rien moins qu'à la peinture d'histoire. Cette présence accrue des femmes est perçue comme une menace à un moment où la question de la régénération de l'art agite les critiques et les théoriciens. Depuis le milieu du siècle, le rococo, incarné en peinture par Boucher et Karl Van Loo, est dénoncé pour sa frivolité et son artificialité. Chez Lafon de Saint-Yenne, dont les idées seront largement reprises, cette critique se fait souvent en termes sexués. Selon lui, le rococo correspond au goût des femmes, qui ont imposé dans la décoration les tableaux à sujet décoratif ou frivoles et les portraits en travestis mythologiques. C'est principalement aux dames qu'il faut s'en prendre si nos productions tombent souvent dans le petit et le colifichet. Nos plus grands peintres intéressés à leur plaire seront un jour forcés de tout métamorphoser en pygmées et en marionnettes. Lafon 2001 sur 285. Les femmes rapetissent tout, petits, pygmées n'aiment que la superficialité, colifichet, dominent les hommes, marionnettes. Alors que les modernes au XVIIe siècle avaient fait des femmes les arbitres du goût, Lafon est le premier à leur dénier ce rôle et à proclamer que la décadence de l'art français a été causée par son manque de virilité. Lafon multiplie les oppositions entre la faiblesse et la superficialité féminine d'une part, et la force et la profondeur masculine d'autre part, n'hésitant pas à sexualiser ces métaphores. Il appelle l'artiste à tirer du sein de la nature, des beautés mâles, les seules qui soient intemporelles, Lafon 2001 sur 126. Pour régénérer la peinture française, les opposants au rococo réclament une peinture d'histoire qui bannisse la mythologie et les amours des dieux au profit de la représentation des grandes actions et des vertus des hommes célèbres. Pour ces critiques, les femmes peintres ne peuvent contribuer au rétablissement de la grandeur de l'école française. Ils leur concèdent les genres qui demandent de la minutie et une observation attentive des objets, comme la nature morte et la miniature, certains critiques allant jusqu'à inclure le portrait, de préférence féminin, dans la liste, alors que pour d'autres, peindre la figure humaine excède déjà les capacités des femmes. Quant à la peinture d'histoire, il n'y faut même pas songer. Le bras, la tête, le cœur des femmes sont privés des qualités essentielles pour suivre les hommes dans la haute région des beaux-arts. Si la nature en produisoit une capable de ce grand effort, ce seroit une monstruosité d'autant plus choquante, qu'il se trouverait une opposition nécessaire entre son existence physique et son existence morale. Une femme qui aura toutes les passions d'un homme, est réellement un homme impossible. Aussi le vaste champ de l'histoire, qui n'est rempli que d'objets vigoureusement passionnés, est fermé pour quiconque n'y saura porter tous les caractères de la vigueur. Triumvirat, 1783 sur 27-28. Cette opinion s'appuie sur le nouveau discours médical qui, à partir des années 1760, développe la thèse d'une nature féminine radicalement différente de celle de l'homme, différence qui ne se limite pas aux organes génitaux mais s'étend à l'ensemble du corps, Père et Vils, 1996. Pour le médecin Pierre Roussel, la faiblesse de leurs organes rend les femmes plus sensibles et plus imaginatives que les hommes, mais incapables d'accéder aux idées générales et aux grands principes de morale, Roussel, 1775 sur 30-31. Une femme de génie n'est plus pensable, elle serait un homme impossible, une monstruosité. On voit l'intérêt d'un tel modèle pour disqualifier la concurrence des artistes féminines.
si la plupart des critiques se contentent de réserver le genre le plus prestigieux, la peinture d'histoire, aux seuls hommes, d'autres vont plus loin et réclament ni plus ni moins que l'interdiction de toute peinture pour les femmes. Leur nature les rend inaptes aux activités masculines, sans exception possible. Ce n'est pas à une femme mais aux femmes que je refuse les talents des hommes, écrit Rousseau dès 1758. Le comte d'Angy-Villers, nommé directeur des bâtiments par Louis XVI en 1774, est un partisan de la régénération de l'art français, dont l'Académie doit être l'instrument. Dès 1775, il encourage la peinture d'histoire à visée éducative et morale par une série de commandes sur des sujets tirés des histoires grecques et romaines, Socrate, Bélisaire, et de l'histoire de France, Mort de Du Guesclin, Continence de Bayard. Sous son directorat, l'emprise du pouvoir sur l'Académie se renforce. Ainsi, l'élection d'un nouvel académicien ne prend effet qu'après une confirmation royale. C'est d'Angy-Villers qui, sans même consulter les académiciens, rédige les nouveaux statuts 1777, dans lesquels il définit la peinture artistique comme la pratique des genres qui exige une connaissance du dessin et de la nature, susceptible d'un degré de talent capable de mériter à celui qui le possède l'admission à l'Académie royale. Art. 2 Montaiglon 8 285. L'Académie devient donc officiellement la seule détentrice de la légitimité artistique, y compris pour les artistes qui n'en font pas partie. En tant que directeur, le comte d'Angy-Villers n'apparaît pas favorable aux femmes, bien qu'il apprécie le talent des académiciennes. En 1783, il saisit l'occasion de l'élection controversée de Vigée-Lebrun par ordre royal pour faire rétablir la limitation à 4 du nombre de femmes à l'Académie. Ce numerus clausus, décidé une première fois en 1770 après l'admission coup sur coup de 2 femmes, est justifié par le fait que les femmes sont étrangères en quelque sorte au corps de l'Académie. Montaiglon, 8, 53, avait été oublié dans les statuts de 1777. d'Angy-Villers se sert du cas exceptionnel de Vigée-Lebrun pour faire passer un règlement à valeur générale, rien moins que favorable aux femmes. Il reprend le vieux thème de la décence. Ce nombre est suffisant pour honorer le talent, les femmes ne pouvant jamais être utiles au progrès des arts, la décence de leur sexe les empêchant de pouvoir étudier d'après nature et dans l'école publique établie et fondée par Votre Majesté, Montaiglon, IX 157. En réalité, il sait parfaitement que de plus en plus de femmes dessinent d'après le modèle, il s'en inquiète dès 1775, Montaiglon, 8, 186, que l'Académie ne peut pas enrayer le mouvement et que tôt ou tard des femmes peignant l'histoire vont se présenter. Comme il est convaincu que c'est bien leur nature qui empêche les femmes d'être utiles au progrès des arts, il craint qu'une trop forte présence féminine dévirilise l'ensemble de l'Académie et ramène l'art français aux fioritures rococo. Face à ces tentatives de marginalisation, les 2 académiciennes les plus douées, qui sont aussi les portraitistes les plus célèbres de leur temps, adoptent des stratégies différentes, voire opposées. Vigée-Lebrun mise sur la mondanité et joue de l'exceptionnalité, alors que l'abbe Guiard cherche la reconnaissance de ses pairs et l'intégration institutionnelle. D'un talent précoce, Vigée-Lebrun 1755 à 1842, obtient dès 1778 la commande d'un portrait de Marie-Antoinette avec séance de pose et devient rapidement l'artiste préféré de la reine, qu'elle peindra à de nombreuses reprises. Les séances de pose lui permettent de devenir une familière de la coterie de la reine, dans laquelle elle trouve ses meilleurs soutiens et commanditaires, Vaudreuil et Polignac, Calonne. Vigée-Lebrun entretient ses relations mondaines en tenant un salon, fréquenté à la fois par le clan Polignac et par des artistes. C'est par l'intervention de Marie-Antoinette qu'elle entre à l'Académie royale, en dépit de la profession de son mari. L'attitude de Vigée-Lebrun montre à quel point la jeune femme était sûre de ses appuis politiques. Au lieu de ménager les apparences, de respecter un tant soit peu les formes, elle ne présente pas de tableau le jour de sa réception, estimant sans doute ne pas avoir à se soumettre à l'examen de l'Académie puisqu'elle y entre sur ordre royal. En revanche, bien qu'on ne lui demande pas de morceaux de réception, elle donne à l'Académie quelque temps après sa réception, comme par défi, un tableau d'histoire, La paix ramenant l'abondance, Louvre. Par ce geste, Vigée-Lebrun manifeste clairement son ambition au sein même de l'Académie. Au salon de la même année, elle expose en plus des portraits son morceau de réception ainsi que 2 tableaux à sujet mythologique. Junon venant emprunter sa ceinture à Vénus, achetée par le comte d'Artois,
et Vénus liant les ailes de l'amour, connus seulement par des gravures. Dans l'ensemble, ces tableaux d'histoire sont bien accueillis par la critique, les principaux reproches portant sur le caractère trop flamand de ces figures. Au salon suivant 1785, sa bacchante assise vue jusqu'aux genoux, Paris, Musée Camondo, est critiquée pour sa pose maniérée, son expression aguicheuse, sa frivolité, alors qu'au même salon triomphe le serment des Horaces de David. Vigée Lebrun semble alors prendre acte qu'elle n'arrivera pas à s'imposer par des sujets mythologiques, mais elle ne renonce pas pour autant à la peinture d'histoire. Dans son grand tableau de Marie-Antoinette et ses enfants, présenté au salon de 1787, elle introduit une référence à Cornélie, mère des Gracques. Les bijoux sont relégués dans le meuble du fond alors que la reine tient ses enfants contre elle. Si la Révolution prive Vigée Lebrun de ses protections et de ses commanditaires, elle n'a finalement que peu d'incidence sur sa carrière. Ayant quitté la France dès octobre 1789, elle applique pendant les 20 ans qui suivent la stratégie qui lui avait si bien réussi en France, en travaillant pour toutes les grandes cours d'Europe. Le cheminement de l'abbaye Guiard est beaucoup moins spectaculaire que celui de sa rivale. D'abord miniaturiste, elle apprend le pastel avec Quentin de la Tour, puis la peinture à l'huile avec François-André Vincent, sans doute parce qu'elle pense déjà à l'Académie. En 4 ans à peine, 1776 à 1780, elle parvient à une maîtrise impressionnante, notamment de l'anatomie et de la perspective. Si elle ne bénéficie pas des puissantes relations de Vigée Lebrun. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.